À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Maître Nili Naouri Kupfer, shalom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la radio juive de Marseille et de la région, dans l'émission La Voix de Sion, qui est coproduite par la Fédération sioniste et l'Organisation sioniste mondiale. Nili, vous êtes président de Israel is Forever, qui est une organisation qui défend l'État d'Israël et les voix sionistes de France. Je rappelle que vous avez pris le flambeau de votre père, Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, qui venait d'ailleurs régulièrement, je tenais à le rappeler, s'exprimer dans cette radio et nous faire des conférences ici. Je voudrais rappeler, puisque j'en ai l'occasion, que Jacques a œuvré toute sa vie, et je m'adresse à la communauté de Marseille et de la région. Jacques a œuvré toute sa vie pour le développement du sionisme en France et du soutien à l'État d'Israël. Et à mon avis, il a modifié les communautés juives de France dans leur soutien à l'État d'Israël et leur alia. Je suis convaincu, comme je l'ai déjà dit, que le sionisme des Juifs de France n'aurait pas été celui qu'il est aujourd'hui sans le travail infatigable de Jacques, qu'il repose en paix à Jérusalem parmi les Gdolim de notre peuple. Voilà, donc quelques mots sur vous, Nili. Donc, on va dire que donc vous êtes avocate, avec plus de 25 ans d'expérience. Vous êtes aussi notaire. Vous êtes présidente, comme je l'ai dit, d'Israel is Forever, Moreshet Jacques Kupfer. Vous êtes déléguée du Likoud mondial dans les institutions sionistes à Jérusalem, et vous intervenez dans les médias comme I24, et j'ai cru vous avoir entendu hier soir sur I24. Voilà. Voilà, en gros, et puis une chose aussi importante, vous êtes mariée, vous êtes maman, vous avez un mari, donc vous avez un temps vraiment élastique pour vous occuper de tout ça. Voilà, Nili. Comment ça va, Nili? Baruch Hashem, ça va. On vit une période historique en ce moment et il faut en avoir conscience. Donc, chaque jour qui passe vient avec sa dose de miracle et on doit être reconnaissant de vivre cette période incroyable. Absolument, absolument. Alors là, on va parler essentiellement sur la réforme juridique, la haute cour de justice, etc. Vous êtes avocate et vraiment, vous êtes à même pour une Israélienne d'en parler en profondeur et surtout pour lutter contre la désinformation que nous recevons ici. Et je t'avoue que ici, beaucoup de gens ne comprennent pas très très bien ce qui se passe. Donc tu vas vraiment nous être d'une utilité, à mon avis, à 200%. Voilà. Donc comme on dit, j'introduis la première question en disant que avec le vote qui a eu lieu récemment en Israël sur la composition des neuf juges de la Haute Cour de justice, en partie, beaucoup de la démocratie en Israël et de l'équilibre des trois pouvoirs qui sont le législatif, l'exécutif, le judiciaire et de leur indépendance. Ça concerne cette partie-là. La révolution institutionnelle, entre guillemets, du juge Aaron Barak en 1992, qui prévoit de protéger les minorités contre la majorité, entre guillemets, au pouvoir, en appliquant une règle étonnante que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs, qui s'appelle la loi sur la raisonnabilité, a rompu, selon les analyses de beaucoup de gens, non seulement en Israël, mais à l'international, de juristes, a rompu l'indépendance des pouvoirs démocratiques fondés sur les votes du peuple, en rendant les deux pouvoirs, législatifs et exécutifs, qui dépendent du vote du peuple d'Israël, totalement dépendantes de la haute cour qui, elle, n'est pas issue du vote du peuple. Donc la première question, c'est la loi récente de la Knesset sur la composition des 9 juges de la Cour suprême, va-t-elle avoir un impact sur le fonctionnement de cette dernière et permettre de rétablir, même à moyen terme, si vous pouvez nous le dire, l'indépendance des trois pouvoirs? Expliquez-nous les nouvelles règles. Alors, ce
qu'il faut savoir, c'est que le vote qui a eu lieu donc pour la modification de la commission de la nomination des juges est le fruit d'un compromis entre divers courants. Vous êtes certainement au courant, conscient du fait qu'il y a des manifestations incessantes qui avaient déjà débuté au début de la constitution du gouvernement Netanyahou, qui avait annoncé par le biais de son ministre de la Justice Yariv Levin qu'ils allaient effectivement entreprendre une véritable réforme judiciaire, et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu énormément de manifestants. Bon, effectivement, il ne s'agit que d'une minorité, une minorité qui constitue véritablement un deep state dans ce pays. Et comme vous l'avez dit, ils n'arrivent pas à arriver au pouvoir par le biais des urnes, et ils ont depuis la création de l'État entre les mains tous les contre-pouvoirs, qu'il s'agisse des médias, de l'académie, de la culture et bien entendu du système judiciaire. Donc cette histoire de commission de nomination des juges, c'est un des problèmes majeurs auxquels nous nous confrontons, puisque nous nous retrouvons dans une loupe dans laquelle finalement ces juges qui sont d'obédience d'extrême gauche et qui le font savoir s'autonoment, se cooptent, et donc il était impossible d'entrevoir une possibilité qu'un juge qui représenterait un autre courant majoritaire cette fois dans le peuple accède au trône de juge de la Cour suprême. Je vais vous expliquer comment. Jusqu'à présent, la commission comportait 9 personnes, 9 membres, 3 juges de la Cour suprême, 2 membres du barreau. Les membres du barreau, il faut le savoir, d'abord ils étaient dans un problème de conflit d'intérêts énorme, puisque ce sont des avocats qui plaident devant les juges, donc ils veulent bien entendu avoir leur faveur, donc ils étaient toujours en accord avec les juges dans cette commission. Il y a 2 ministres, plus dont le ministre de la Justice, un député de la coalition, un député de l'opposition. Si on résume, quand la gauche est au pouvoir, il y a 8 personnes sur 9 qui sont à gauche, et donc bien évidemment les votes qui doivent se passer pour nommer les juges à la Cour suprême, où il doit y avoir une majorité de 7 sur 9, donc de toute façon automatiquement c'était quelqu'un de gauche. Et si la droite était au pouvoir, eh bien vu qu'il fallait 7 voix sur 9 pour nommer un juge à la Cour suprême, les juges qui étaient présents dans cette commission, 3 juges, ont un droit de veto. Donc, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, de toute façon, les juges qui étaient nommés étaient des juges qui étaient cooptés par les juges en place. Donc, on se retrouve avec des juges. Vous avez parlé tout à l'heure du problème de la raisonnabilité. Si vous le permettez, je reviendrai après sur les problèmes que pose la Cour suprême et toute l'autorité qu'elle s'est octroyée au cours de ces dernières années, parce que la commission de nomination des juges, ça n'est que la pointe de l'iceberg. Quel a été le compromis qui a été décidé? On a toujours 9 membres, on a toujours 3 juges, dont le président de la Cour suprême. Au lieu des membres du barreau dont je vous ai expliqué le problème de conflit d'intérêts, on a maintenant 2 juristes qui sont choisis par la coalition et l'opposition ensemble. Et on a encore 2 ministres et un député de la coalition, un député de l'opposition. Donc, en fait, ce qui change, c'est les membres du barreau qui ont été remplacés et qui donnent leur place finalement à des juristes qui sont dont l'opposition et la coalition sont d'accord pour les nommer. Bon, le problème, c'est que ça ne met pas un frein au veto que les juges peuvent mettre si la droite est au pouvoir, et si la gauche est au pouvoir, ça ne règle pas non plus le problème. Donc, il s'agit d'un compromis qui, à mon sens, n'est pas du tout suffisant.
Et il est véritablement dommage que nous n'ayons pas été moins respectueux de l'opinion de la minorité qui véritablement est capable, en pleine guerre, de manifester et de mettre, pour reprendre une expression connue ici, le balagan dans le pays, parce que de toute façon, il n'aurait été d'accord avec aucune réforme. Donc, au lieu d'utiliser, d'être d'accord avec un compromis qui ne change pas énormément les choses, nous aurions dû faire passer ce pourquoi le gouvernement a été élu, puisque la réforme faisait partie de la campagne électorale et du Likoud et du parti sioniste religieux, et faire passer une véritable réforme pour que enfin la Cour suprême soit équilibrée. La demande n'est pas de n'avoir que des gens du camp national, des juges du camp national dans la Cour suprême, mais que la Cour suprême reflète les différentes opinions qu'il y a dans la population israélienne. Et aujourd'hui, nous avons donc des juges qui ont tout pouvoir, qui se sont octroyés les tout pouvoirs et qui se permettent donc d'adapter la réalité à leur agenda politique qui est d'obédience extrême gauche. Mais Nelly, actuellement, si je résume, pour un gouvernement en place, quel qu'il soit, droite, gauche, peu importe, un gouvernement élu d'ailleurs, puisque on parle de démocratie, est-ce que lui, aujourd'hui, ce gouvernement a le pouvoir d'avoir une majorité au sein de cette cour? Et pourquoi je dis ça? Parce que le pouvoir législatif est élu par le peuple, le pouvoir exécutif, il est élu par une coalition. Ça veut dire que tous les deux supportent le vote du peuple, sauf la Cour. Donc si aujourd'hui un gouvernement, quel qu'il soit encore une fois, peut maîtriser au moins ce pouvoir exécutif, ça veut dire qu'il lui-même va répercuter le peuple, la voix du peuple sur cette autorité-là. Est-ce que c'est le cas maintenant ou avec cette nouvelle cette nouvelle répartition que vous venez de nous dire, est-ce qu'il a la possibilité d'être majoritaire ou pas? Je vous dis sincèrement, je ne vois pas véritablement comment, vu qu'il faut encore 7 voix sur 9 pour qu'un juge soit élu à la Cour suprême, et qu'on a toujours les 3 juges en place. Donc même si et il y a en plus de toute façon un député de l'opposition. Les juristes sont censés être plus ou moins objectifs puisqu'ils sont choisis de concert par l'opposition et par la coalition. Mais pour avoir 7 voix sur 9, je ne vois pas en quoi on a endigué le problème du veto des juges. Et bon, je vais vous dire, la vérité c'est que on a beaucoup parlé de ce vote, mais finalement on se rend compte que c'est une modification mineure qui a été faite. C'est vrai que pour les autres instances, que ce soit à la première instance, le Bet Mishpat Shalom ou le Bet Mishpat Mechozi, la deuxième instance, où on n'a besoin que de 5 voix sur 9 pour les faire passer, alors là, effectivement, il y a une possibilité pour un gouvernement national de placer des juges qui reflèteraient plus les idées du camp national. Mais pour la plus haute instance, donc qui est la Cour suprême, et qui pose le plus de problèmes, puisque si vous me le permettez, je vais vous parler de toutes les libertés qui les s'octroient. Il n'y a pas véritablement de modification. Donc on a en fait une Cour suprême qui se permet depuis maintenant plus de 30 ans de se mêler d'énormément de domaines dans lesquels elle jugeait auparavant qu'elle n'avait pas autorité. Donc ça peut être par exemple le droit à agir, par exemple, ce qu'on appelle le Zchut HaAmida, c'est-à-dire qui peut venir plaider devant la Cour suprême. Il faut juste savoir que, en fait, la Cour suprême sert d'instance de recours à l'instance du second degré, mais elle est aussi considérée comme ce qu'on appelle le Bagatz, donc la haute Cour suprême, qui gère un certain nombre
de conflits qui ne correspondraient pas aux autres instances. Et donc, il y avait un certain nombre de règles pour savoir qui est autorisé à venir plaider devant cette haute cour suprême. Et auparavant, et d'une manière tout à fait logique, il était demandé aux requérants d'avoir une certaine attache aux problèmes qui étaient proposés, qui étaient présentés devant la cour. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Tout le monde, tout un chacun peut venir aujourd'hui plaider devant la Cour suprême sans avoir aucun dommage qui lui a été causé, sans être touché par cette affaire en particulier. Donc, par exemple, on a des ONG qui, en pleine guerre, font des plaintes contre les agissements de Tsahal. Il y a par exemple des ONG qui exigent des destructions de maisons de pionniers en Judée-Samarie, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec ces constructions. Donc ça, c'est véritablement un problème. Le deuxième problème, c'est que le Bagat, donc cette Cour suprême, s'est octroyé le droit, au fur et à mesure des années, d'annuler des lois. Donc nous avons un pouvoir élu qui est la Knesset, qui légifère des lois, et puis derrière, on a le Bagat, donc, qui décide d'annuler des lois. Auparavant, il ne s'agissait que de lois dites normales, régulières, mais récemment, ils se sont permis de même annuler des lois fondamentales. Donc, alors qu'ils considéraient auparavant que cela avait le statut de constitution et qu'on ne pouvait pas toucher à cette quasi-constitution et qu'elle devait être la référence pour juger si une loi devait être annulée ou pas. Un troisième problème, vous en avez parlé, c'est la déraisonnabilité. Donc ça, c'est phénoménal. Donc on a des juges qui ne se contentent pas de juger des choses selon la loi, exactement. Ils ne décident pas si quelque chose est légal ou pas, mais si c'est raisonnable à leurs yeux. Donc ça leur permet une marge de manœuvre énorme, et donc ils peuvent décider, par exemple, que la nomination d'un haut fonctionnaire n'est pas raisonnable à leurs yeux, et donc ils l'annulent. Donc ça, c'est véritablement aussi un problème qui est fondamental. Et le quatrième problème, c'est la justiciabilité. Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé. En hébreu, on parle de Akol Shafit. C'est ce que Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, qui est l'initiateur de la véritable réforme judiciaire qui a été opérée auprès du Bagat et qui lui a octroyé donc toutes ses libertés, il a décidé que tout était justiciable. Donc par exemple, la loi concernant l'enrôlement des Bachourei Yeshiva, des Yeshivot à l'armée, il y a quelques années, la Cour suprême prétendait qu'elle n'avait pas de possibilité de se mêler de ce problème. Aujourd'hui, elle se mêle, exige que cette loi soit votée, donne des ultimatums au gouvernement pour qu'elle soit votée. Donc aujourd'hui, tout peut être traité par la Cour de justice. Si par exemple aussi, si le gouvernement décide comme politique comment on appelle ça, pour avoir notre force de dissuasion, comme politique de dissuasion, de détruire les maisons des terroristes, eh bien la Cour suprême s'est mêlée un nombre incalculable de fois pour décider que finalement non, il n'était pas légal, raisonnable à leurs yeux, ce que vous voulez, de détruire les maisons des terroristes. Donc il s'ingère dans la politique aussi du gouvernement, au niveau économique aussi. Des décisions économiques ont été renversées, des décisions gouvernementales économiques ont été renversées par la Cour suprême, ce qui a causé d'ailleurs d'énormes problèmes. Par exemple, le coût de l'immobilier en Israël, s'il est aussi haut, c'est à cause de la Cour suprême qui avait annulé une décision du gouvernement. Voilà, par exemple.
Donc, on a un véritable... Nelly, oui. tu peux préciser un peu cette dernière argument que tu donnes là, concernant l'immobilier? Tu peux le préciser? Ça intéresse beaucoup les gens en diaspora. Oui, c'était une affaire qui a eu lieu il y a pas mal d'années. Il s'agissait de terres qui auraient dû être des kibbutzim avaient des terres libres et sur lesquelles le gouvernement avait une possibilité de construire, mais en dédommageant les membres du kibbutz. Et finalement, le Bagatz s'est ingéré et a décidé que le dédommagement qui était octroyé était trop haut. Donc, ils se sont mêlés de cette décision, ce qui a fait que ça a fait capoter l'affaire entre l'État et les kibbutzim, et ça a créé un précédent d'ailleurs. Et du coup, vous avez un nombre de kibbutzim qui gardent des terres, alors que on aurait pu construire dessus et du coup faire baisser le prix de l'immobilier. Ça n'est pas fait parce que le Bagatz s'est ingéré pour décider quel était le montant des dédommagements que l'État devait donner aux membres des kibbutzim. Voilà, ça c'est un exemple. C'est surprenant, mais j'ai entendu que cette loi sur la raisonnabilité joue dans le privé, c'est-à-dire que quelqu'un, un plaignant qui vient devant cette cour, elle peut parfaitement lui dire, selon cette loi sur la raisonnabilité, moi j'accepte votre demande pour la même loi, la même argumentation. Et inversement, si c'est vrai, ça devient vraiment quelque chose de très dangereux et très grave dans la législation israélienne. Est-ce que ce que je dis est correct ou bien c'est... Oui, c'est-à-dire que le tribunal décide et chaque juge en réalité, vu que cela tourne, c'est-à-dire chaque juge, même s'il est d'obédience d'extrême gauche, chacun a ses propres sensibilités, etc. Donc, selon le juge devant lequel vous allez plaider, eh bien, vous allez dépendre de sa vision des choses, de comment il perçoit le problème, et donc il ne va pas réagir en fonction de ce que dit la loi, mais en fonction de ce qu'il semble être raisonnable à ses propres yeux, selon ses propres sensibilités. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est compliqué. Bien sûr. Mais que devient la jurisprudence alors là, maintenant, Uri? La jurisprudence, hein, vous le savez, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'elle devient? À partir du moment où comment on appelle ça, un verdict est donné par la Cour suprême, cela devient un précédent. Donc ça fait office de jurisprudence. Et d'ailleurs, la jurisprudence est très importante dans notre système judiciaire, puisque déjà nous n'avons pas de constitution. Notre code des lois, même si maintenant c'est un livre assez épais, mais la jurisprudence fait partie prenante ça se transforme pratiquement en loi. Donc tout ce qui est décrété par la Cour suprême fait pratiquement office de loi. Donc c'est véritablement très problématique. Alors Nelly, on va avancer un petit peu, mais j'ai envie de vous poser une question d'ailleurs une question qu'on se pose ici, c'est que cette institution, enfin le Bagatz, qui a établi, d'après ce qu'on lit dans les analyses, une démocratie entre guillemets antidémocratique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18 mars 92, où il y avait à peine 54 parlementaires à la Knesset sur 121 qui ont voté une loi, l'équivalent d'une loi fondamentale. Il y a eu d'ailleurs, d'après les chiffres que nous avons ici, c'est qu'il y a eu 32 pour, 21 contre et une abstention, alors qu'elle nécessitait, si ça devait être une loi fondamentale, puisque c'est une loi fondamentale, au moins 61 voix. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Et puis, la question corollaire, Nelly, c'est que comment se fait-il que tout le monde est resté silencieux jusqu'à aujourd'hui sur cette question de dire, elles viennent de voter une loi fondamentale avec une majorité non fondamentale, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, elle s'interdit à ce qu'on la modifie. C'est comme si on prend une clé, on ferme la porte,
et on la jette à l'intérieur de la chambre. On ne peut plus ouvrir après. Donc, pourquoi il y a eu ce silence et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien? Alors, il y a eu effectivement 2 lois fondamentales qui ont été votées et qui ont ouvert la porte à toute cette révolution qui a été effectuée par le système judiciaire, par les juges. C'est la loi fondamentale sur la dignité humaine et la loi fondamentale sur la liberté professionnelle. Il y avait très peu de députés, effectivement. Ça s'est passé au milieu en très très fin de soirée, vers minuit, et donc il n'y avait pas du tout tous les députés, et surtout les députés du camp national n'avaient pas du tout tilté, n'avaient pas du tout pris conscience de la dangerosité de ces lois. Or, cette loi, en tout cas la loi par exemple sur la dignité humaine, dit qu'on ne peut enfreindre cette loi qu'en légiférant une loi conforme aux valeurs de l'État d'Israël dans un but convenable et de manière raisonnable. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. Et donc du coup, voilà, par exemple, en 1995, il y a eu un verdict très connu, le Psaq-Din Mizrahi, où déjà, en utilisant ces lois, les juges ont établi le fait, même s'ils ne l'ont pas fait pour ce cas-là, mais ils ont déjà établi le fait dans leur verdict que la Cour suprême était en droit d'annuler des lois. Et vous voyez, petit à petit, et d'ailleurs, excusez-moi, lorsqu'il y a eu la législation de ces 2 lois, Aaron Barak, donc, avait fait un discours où il avait dit qu'il s'agissait d'une véritable révolution constitutionnelle. Mais personne n'en avait compris la portée. Très peu portent ce combat depuis longtemps. Très peu ont compris à quel point nous allions vers une dictature judiciaire. Oui, aujourd'hui, celui qui est président de la commission des lois, qui est Simcha Rothman, il a écrit un livre qui s'appelle Mifleget Bagatz, le parti du Bagatz, il y a déjà de très nombreuses années. Lui, c'est véritablement son cheval de bataille depuis très longtemps. Yariv Levin, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice aussi, c'est également son cheval de bataille depuis plus de 20 ans. Mais à l'époque, il n'en avait pas encore pris conscience. C'est petit à petit, lorsqu'on a vu quels étaient les effets néfastes et l'autorité suprême qui était en train de prendre la Cour suprême, ces libertés qu'il s'octroyait, que du coup, il y a eu effectivement un réveil national. Mais enfin, le réveil national le réveil de certaines personnes. Ça n'est que ces dernières années véritablement qu'il y a eu un sursaut national concernant cette réforme, ce qui a permis du coup d'en faire un point très important dans le programme électoral donc des 2 plus grands partis du camp national. Mais vous voyez encore certaines personnes dans la rue, ceux qui n'ont pas approfondi la question, et même des gens du camp national auparavant, lorsqu'on leur disait que les juges, la Cour suprême s'octroyaient trop de liberté, ils avaient en tête qu'un juge était une personne intouchable, incorruptible, qui voyait les choses avec énormément d'objectivité, qui ne pouvait pas se tromper, que somme toute, ils avaient un code de loi et qu'ils devaient juste l'appliquer. Les gens ne se rendaient pas compte à quel point il y avait une injustice et une ingérence énorme de la Cour suprême sur notre vie de tous les jours. C'est au fur et à mesure... Et qu'Israël paye aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Nili, on va continuer à avancer. On me dit que le temps passe tellement vite parce que c'est passionnant. Hein. J'ai une autre question importante. Hein. En décembre 2022, le gouvernement donc, de Netanyahou, qui venait d'être élu, a voulu procéder à une réforme judiciaire complète pour établir l'indépendance des 3 pouvoirs. Et donc, il a provoqué, selon les analyses, une révolte civile soutenue et amplifiée par les médias, les députés de l'opposition, qui avaient certains chefs militaires, voire même des chefs d'entreprise, et qui réclamaient la chute du gouvernement israélien. Donc, la question, elle est simple, c'est que cette révolte civile, minoritaire, mais bruyante et paralysante, n'a-t-elle pas envoyé des messages, comme le disent les analystes, de faiblesse aux ennemis, au pluriel de l'État d'Israël, qui auraient pu déclencher la catastrophe du 7 octobre? Donc, je suis d'accord à 1 milliard de pourcents.
Et à pourquoi, partir... et pourquoi Nelly, dans cette discussion, il n'y a pas une commission d'enquête qui, peut-être qu'elle a été convoquée, peut-être qu'elle a même fait du travail, mais aujourd'hui, il n'en parle pas beaucoup. Voilà un peu la question qu'on se pose ici. Il ne faut pas empiéter très loin. Vous savez, il y a une vidéo de... auparavant, j'ai parlé de Barak, c'est Aaron Barak, hein, l'ancien président de la Cour suprême. Et là, je voudrais vous parler de Ehud Barak, qui était ancien Premier ministre, qui après d'ailleurs a rejoint le parti de Meretz d'extrême gauche, donc pour vous dire à quel point il est d'obédience d'extrême gauche. Il y a une vidéo de lui qui tourne parce que il a une influence énorme, il est certainement l'initiateur de toutes ces manifestations. Il y a une vidéo de lui qui tourne où il dit que les manifestations qui ont été faites contre les décisions du gouvernement à l'époque du Corona n'ont pas fonctionné pour faire tomber le gouvernement. Les manifestations qu'il avait organisées contre la réforme judiciaire n'ont pas fait tomber le gouvernement. Aujourd'hui, nous allons utiliser, dit-il, les familles des otages, parce que personne n'osera porter atteinte aux familles des otages, et donc c'est le bon moyen de reprendre les manifestations en force et de faire tomber le gouvernement. Donc il faut comprendre que cette opposition farouche ne date pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier avec la réforme judiciaire, mais c'est simplement un moyen pour cette extrême gauche qui n'est plus à la Knesset, je vous le rappelle, c'est le parti Meretz qui n'a même pas passé le seuil d'éligibilité, et quelques idiots utiles qui ne cherchent pas à approfondir la question et qui suivent simplement le mouvement. C'est vrai que ils ont tellement de moyens que la désinformation est tellement énorme et plus le mensonge est gros, plus il passe, comme diraient certains. Donc, du coup, il y a effectivement ces manifestations qui se sont faites maintenant depuis un certain nombre d'années, parce que, encore une fois, le gouvernement et le but, la chute du gouvernement est le véritable but avéré de cette minorité. Nelly, merci. On arrive à la fin, donc c'est vraiment un sujet passionnant. Hein. Je voulais juste que la diaspora ici suit avec une attention particulière un peu ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des Olim qui viennent et même ceux qui ne partent pas encore. Donc nous, on fait confiance à la résilience du peuple israélien pour avancer sur sa route longue et déjà plusieurs fois millénaire, et permettre au âme Israël de rejoindre Sion. Notre âme Echad, Nelly, est la seule condition aujourd'hui de gagner notre retour sur nos terres ancestrales. Alors, juste avant de s'arrêter, bientôt c'est Yom Asmaout pour le 1er mai. Tu peux donner un petit message rapide à nos communautés ici, s'il te plaît, assez rapide. Le Yom Asmaout fête notre indépendance. Et si nos ancêtres qui n'ont pas eu cette chance de voir l'État d'Israël se créer, voyaient leurs ancêtres, leurs descendants, rester encore en galoute, je pense qu'ils se retourneraient dans leur tombe. Nous avons trop souffert en galoute et aujourd'hui, nous réalisons vraiment, devant nos yeux, se réalisent toutes les prophéties. Et une des prophéties, bien entendu, fondamentales, c'est le retour des exilés. Donc, je souhaite à tout le monde de revenir au pays et le plus vite possible, et la tête haute, et ne pas attendre le dernier moment, comme l'ont fait certains de nos ancêtres. Donc, venir avec beaucoup de fierté en Eretz Israël. Faites votre aliyah, ça sera le mot d'ordre. Merci beaucoup, Nelly, et Tel Chai. Tel Chai. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו.
כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו וזה יבוא, אתה תראה הידיים הקפוצות יתאחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Bonjour, bonjour, vous êtes encore sur Radio Sion, la voix de Sion sur Radio JM. Nous allons maintenant parler des programmes très concrets de l'ALIA. Comme on le sait tous, l'agent juif pour Israël à Marseille s'occupe de toute la procédure et tous les dossiers d'ALIA, mais en parallèle ou à côté, il y a des associations qui aident à préparer l'ALIA, comme des associations qui s'occupent d'ALIA de groupe. Comme nous en connaissons 3 grandes associations qui sont bien entendu le Lech Lecha, l'Alia de groupe et Dor Hadash. Et nous avons là le plaisir d'avoir Patricia Hassoun qui s'occupe de l'association Dor Hadash, qui s'occupe de préparer l'Alia des gens dans certaines villes en Israël. On va tout de suite avoir plus de détails. Mais avant, j'aurais voulu d'abord vous présenter Patricia Hassoun, qui est, d'après mes renseignements, originaire de Marseille. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Alors Patricia, vous êtes à Ashdod, si je ne me trompe pas, et vous avez fait votre alia de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on parle du programme de Dor Hadash, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui se trouve derrière Dor Hadash et qui est à l'initiative de cette grande association? Oui, merci beaucoup en tout cas de me permettre de me présenter et de présenter notre association et son programme. Alors oui, je suis Patricia Hassoun. Beaucoup de Marseillais me connaissent parce que je suis originaire de Marseille. J'y ai passé toute mon enfance et quasiment toute ma vie jusqu'à ce que je monte en Israël il y a 14 ans. C'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je viens à Marseille, notamment quand j'ai été au salon là récemment. Encore, les Marseillais sont très très chaleureux et ça fait plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes montés avec mon mari il y a 14 ans. On a fait notre alia, mais 2 de nos enfants sur les 3 étaient montés avant nous, dont la dernière qui avait fait un programme Nahalé toute seule à 15 ans. Donc, bien courageuse. Et puis bon, nous l'avons suivie. Et dès que nous sommes arrivés, donc en octobre 2010, à Ashdod, eh bien, nous nous sommes posé la question de quoi faire, puisque nous avions 50 et 56 ans. Mais en fait, c'était un petit peu évident pour moi, qui avait travaillé dans la fonction publique et qui avait eu des fonctions de sociale, communication et emploi. Et donc, j'ai pensé que, en me rapprochant de la mairie, ça aurait été bien de mettre en place un site internet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et depuis 13 ans, le site Ashdod Café, c'est un site qui donne de l'information utile aux francophones d'Ashdod, mais pas que, puisque ça a dépassé les frontières d'Ashdod. Les Marseillais connaissent bien le site et d'autres personnes aussi. Et comme quoi, on peut faire son alia à 50 ans et plus et avoir la possibilité de se lancer, de se reconvertir ou de mettre en application son expérience et en faire profiter les autres. Et tout naturellement, il y a 5 ans, mais bon, c'était juste avant le Covid, nous nous sommes rendus compte, alors nous sommes un petit groupe de 9 personnes, nous nous sommes rendus compte que il n'y avait que l'ALIA de groupe à l'époque, et l'ALIA de groupe proposait un très beau programme, mais avec une sélection, puisque ce sont les familles avec les enfants. Et on s'est dit, mon Dieu, mais alors, bon, c'est bien, et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous a donné envie, en fait, de créer cette association pour aider à monter ceux, bien évidemment, qui le souhaitent, puisqu'on ne pousse personne à monter, mais des personnes seules, des familles monoparentales, des familles avec enfants qui ne rentrent pas dans le programme pour X raisons de l'ALIA de groupe, et puis des familles qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc ça a été notre motif pour créer Dor Hadash. Et je dois dire que la population de personnes seules et de tout ce que je viens de citer de 30 à 60 ans,
très nombreuses, bien plus qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça nous a encouragés à retrousser nos manches. Et depuis 5 ans, nous sommes montés, donc nous accompagnons d'abord en pré-alia. Ça veut dire que avant de monter, parce que du coup, depuis 5 ans, on s'est spécialisé véritablement dans de l'alia personnalisé. Ça, c'était un petit peu mon métier en France. Donc, j'ai compris que les gens avaient besoin d'être encadrés, de se sentir accompagnés et rassurés. Donc, du coup, chaque famille qui monte avec nous, eh bien, en pré-alia, avant d'arriver en Israël, il y a des cours d'Ulpan qui leur sont donnés par l'Organisation sioniste mondiale pendant 5 mois. Puis, il y a un accompagnement personnalisé de budget, un petit peu une sorte de business plan familial. Et enfin, on a un partenariat depuis le début avec le hub de l'emploi de Caritas, ce qui fait qu'avant de monter en Israël, il y a toute une étude qui est faite sur leur profil professionnel, à savoir, s'ils sont diplômés, ça sera la reconnaissance des diplômes, ça pourrait être un bilan de compétences, une proposition de formation, une reconversion complète professionnelle. Voilà, il y a différentes options qui leur sont proposées. Ok, alors c'est très bien, maintenant nous sommes en plein dedans d'Or Hadash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous faites une alia dans des villes spécialement ou bien une alia de manière générale? Comment ça? Parce que j'ai vu quelque part que vous vous occupez de l'alia à Jérusalem, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, on va dire que, bon, comme je l'ai expliqué, la partie pré-alia, ça c'est un tronc commun qui peut s'adapter à toutes les villes. C'est-à-dire que les familles qui veulent être accompagnées, même si elles ne souhaitent pas monter dans les villes où nous avons mis en place, une fois arrivés, toute une structure d'accompagnement avec les mairies, peuvent quand même profiter du programme. Mais alors, les villes où nous accompagnons spécifiquement du début jusqu'à la fin les Olim, donc nous avons Haïfa, dans le quartier de Neve Sha'anan. Nous avons Carmiel, qui est un programme clé en main parce qu'il y a une arrivée en Merkaz Klita et que le Merkaz Klita propose... Le centre d'intégration. Exactement, c'est le centre d'intégration de l'agence juive et propose un accueil de 7 mois avec des tarifs très raisonnables au niveau du logement. Plus, je peux citer, donc, c'est 1950 shekels pour une famille avec un enfant et 2200 shekels pour un couple avec 3 enfants. Ce sont des petits appartements dans un bâtiment qui a été entièrement rénové, très sympa d'ailleurs, situé en face de la gare, et où on propose également tout l'accompagnement comme dans les 3 villes, c'est-à-dire le projectorite qui... dès l'arrivée des Olim, les accompagne pour faire les formalités administratives, l'inscription dans les écoles, l'inscription à l'Ulpan, l'ouverture de compte à la banque, enfin bref, on va dire qu'en une semaine en général, 10 jours, ils ont tout ficelé, ils ont même commencé l'Ulpan, quand il y a des classes qui ouvrent. Et puis, nous travaillons également avec la mairie de Jérusalem, principalement le quartier de Pisgat Zeev, parce que c'est un quartier où les loyers sont relativement abordables par rapport à ce qui peut se pratiquer dans d'autres quartiers de Jérusalem. Okay. Voilà. Et l'accueil à Jérusalem, alors je dois dire que chaque mairie a ses particularités. Et la mairie de Jérusalem, par exemple, un peu avant l'arrivée des personnes que nous accompagnons, elles sont en relation bien sûr avec le coordinateur sur place, mais le coordinateur s'occupe aussi des inscriptions, enfin, les met en relation avec les personnes qui s'occupent de l'éducation nationale, que ce soit dans le domaine du chinour religieux ou moins religieux. Et surtout, il y a une association qui gratuitement s'occupe de les aider à trouver un logement. Ça, le logement, c'est capital pour les gens, c'est une priorité pour eux. Et donc, on va dire qu'à Jérusalem, il y a déjà cette formule qui a été mise en place, qui est très appréciable. Et les Olim sont très contents d'avoir ce service.
Alors, mais une question, que je comprenne bien. Les gens qui vont, par exemple, à Carmiel, ils sont pris en charge pendant 6 mois dans un bâtiment à loyer modéré. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils restent dans la ville, ils sont obligés de quitter l'appartement. Comment ça se passe? Non, pas du tout, pas du tout. Nous, ce qu'on propose, de toute façon, dans les 3 programmes, c'est, on va dire, une année d'adaptation dans ces villes, dans les villes où ils ont choisi de venir. Pourquoi? Parce on leur donne des outils avant de monter. C'est-à-dire que quand ils viennent en Israël, ils ont déjà un peu la langue, où ils l'ont perfectionnée, ils savent déjà combien ils vont devoir gagner pour pouvoir vivre, combien ça va leur coûter chaque mois, et ils vont commencer aussi à s'intégrer dans un milieu israélien qui est quand même un milieu que nous, francophones, nous ne connaissons pas, avec des codes, et ils peuvent commencer aussi à travailler, on va dire, voilà. Mais, par contre, il n'y a aucune obligation à rester dans cette ville après. Bien au contraire, parce que une fois qu'ils ont déjà fait leurs 7 mois, on va dire, de préadaptation de programme, s'ils ont trouvé, parce que nous, il y a aucun olé qui n'a pas travaillé avec Dor Hadash, il y a aucun olé qui s'est retrouvé dans une difficulté quelconque financière, parce que justement, on les prépare afin d'éviter de se retrouver dans des situations compliquées. Mais s'ils trouvent un emploi à Tel Aviv, alors j'ai oublié de dire que dans toutes les villes, il y a le train et tous les transports en commun, ce qui fait qu'ils peuvent se passer de voiture au moins la première année. Donc, s'ils trouvent un emploi à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, mais même dans les villes où nous sommes, il y a beaucoup d'emplois, eh bien, ils peuvent changer de quartier ou alors ils peuvent déménager. Il n'y a aucun souci. Et on continue à les accompagner. Alors, je comprends. Alors, quelqu'un qui a un métier, mais quelqu'un qui n'a pas de métier, est-ce que vous entrevoyez peut-être aussi avec le ministère du Travail des formations professionnelles, genre formation professionnelle pour adultes, quelque chose comme ça? Oui. Alors ça, nous le faisons depuis le début, puisqu'on travaille avec le hub de Kalita, donc, et avec l'agence juive, puisque nous sommes partenaires de l'agence juive, et il y à l'agence juive un service professionnel qui s'occupe justement de placer, d'envoyer les gens, de diriger les personnes. Et alors, on l'a fait par exemple avec quelqu'un qui était électricien. Avant de monter, il a préparé son habilitation avec le service de l'emploi de l'agence juive. Et quand il est arrivé à Haïfa, puisque c'était le cas, c'était la ville de son choix, eh bien, tout de suite, il avait son courrier en main pour se rendre à Jérusalem et faire valider ça. Ça veut dire que une semaine après, il pouvait pratiquer son métier. Maintenant, avec le temps, une fois qu'il a fini son opale, il a décidé finalement d'être chauffeur de bus. Ça lui convenait mieux parce que c'est un jeune homme qui étudie en même temps. Et donc, il a passé aussi, il a fait une formation de chauffeur de bus. Et tout ça, on travaillait en même temps dans la ville. C'était un job alimentaire qu'il avait aussi. Donc, on les prépare au niveau de l'emploi, que ce soit des formations professionnelles. À Carmiel, par exemple, faites bien de le dire, à Carmiel, nous avons 3 formations professionnelles en accord avec le Merkaz Klita. Et les entreprises où sont effectuées les formations, alors il y a 3 types de formations complètement différentes, eh bien ces entreprises-là, soit les recrutent, soit les dirigent vers des emplois potentiels juste après. Donc c'est non seulement professionnalisant, mais en même temps, ils ont un travail à la clé, un emploi à la clé. Ok, alors si je comprends bien, quelqu'un qui fait son année avec Dor Hadash, il est pris en charge pendant 6 à 7 mois le temps de l'Ulpan. Ensuite, il a une formation professionnelle par le ministère du Travail. Et ensuite, automatiquement, il va faire une formation qui est nécessitée dans le marché du travail. Et il va trouver une place dans une société locale, c'est ça? Exactement. Oui, alors, si en fait, on a fait une étude avec Kalita en fonction des villes, avec le hub de l'emploi. Et donc, on a recherché quelle était, parce qu'on peut pas faire ça à n'importe quelle formation, à n'importe qui. Donc, quels étaient les besoins dans chaque ville. Et donc, ça a été proposé et les personnes ont choisi la formation qui leur correspondait pour pouvoir travailler très rapidement après. Oui, c'est ça l'objectif. Alors, mais juste un point que je comprenne bien. On parle pas de l'agent juif, on parle du ministère de la Klita. C'est pas l'agent juif. Puisque d'après... Ah non, l'agent juif, c'est fini. Ah, c'est ça. Non, okay. L'agent juif, non, attention.
L'agent juif, c'est avant de faire l'ALIA. Oui, non, mais vous avez dit l'agent juif va s'occuper de ça. L'agent juif s'arrête à l'aéroport, on est d'accord, et après ils sont pris en charge par le gouvernement. Non, mais non, exactement. Mais l'agent juif les prépare aussi professionnellement avant de monter. Et une fois qu'ils seront montés, avant de monter, l'agent juif a à Paris, pendant qu'ils constituent leur dossier, un service qui s'occupe de l'emploi et qui est très performant d'ailleurs. Non, d'ailleurs, l'agent juif a ouvert le même sujet à Marseille. Exactement. Okay. Exactement. Ça veut dire qu'ils avancent déjà. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner du temps. C'est d'optimiser, on va dire, au maximum leur intégration en arrivant. Donc ça se fait avant. L'agent juif, après, s'arrête quand ils ont pris l'avion et qu'ils sont en Israël. Mais ils ont déjà, si vous voulez, le cheminement à suivre une fois qu'ils sont montés. Et alors là, oui, c'est plus l'agent juif, ça sera les différents ministères concernés. Très bien. Ben écoutez, Patricia, c'est un bon programme, c'est très intéressant. Et alors maintenant, comment on fait pour vous contacter? Quelqu'un qui est intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Alors, eh bien, on peut m'appeler sur une ligne fixe, bien évidemment, au 01 86 98 19 43. Mais nous avons aussi un site www.dor-hadash.com. Et là, il y a toutes les informations et sur nos programmes et sur notre adresse mail et sur la façon de nous contacter. Et est-ce qu'on peut aussi vous contacter sur H. Café? Vous avez le site? Alors, H. Café que nous avons créé, oui, bien sûr, mais bon, c'est distinct quand même de Dor Hadash. H. Café, nous continuons à donner de l'information utile, évidemment. Donc, nous avons le site aussi, www.h.café.com. Et je dois dire que dans le cadre de l'association Dor Hadash, nous avons déjà fait monter plus d'une centaine de familles et de personnes. Et grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. L'encadrement, au départ, est très important, que ce soit avec nous ou pas. Dans tous les cas, une alia, ça se prépare. Je voudrais juste dire ça. Plus on la préparera en amont, plus on réussira son alia et son intégration. Ah, alors, si j'ai bien compris, le téléphone, c'est le 01 86 98 19 43, ou bien sur Internet, H. Café, ou bien Dor Hadash. Et comme vous m'avez dit, vous avez déjà pris plus d'une centaine de personnes, et comme nous sommes à la veille de Pessah et de la sortie d'Égypte, je ne veux pas comparer Marseille et l'Égypte, mais je veux dire, c'est à peu près la même procédure. Patricia, je vous remercie énormément. C'est moi, j'avais tous les Marseillais à venir nous rejoindre. Toutes les familles que j'ai rencontrées sont prêtes dans leur tête. Maintenant, il faut qu'elles fassent le pas et on les attend. Merci beaucoup et Chag Sameach. Merci. Au revoir. Bon, voilà, parfait. Alors, maintenant que nous avons des outils de façon à préparer l'ALIA, en attendant de faire l'ALIA, nous avons des événements importants dans la communauté de Marseille. D'abord pour les jeunes, comme vous le savez, nous avons les tests psychométriques qui sont organisés à Marseille le mercredi prochain, donc le 9 avril. Pour les gens qui sont inscrits, qui doivent bien se préparer puisque l'examen va compter pour l'inscription dans les universités en Israël, dans toutes les universités. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous arrivons à la fin du mois d'avril. Le 30 avril, ça sera Yom HaZikaron, les Chalei Tzahal, la fête du souvenir des soldats qui sont tombés sur le front et des victimes du terrorisme. Et vous savez combien cette année, c'est un événement important. Ça sera donc le mercredi 30 avril, à la synagogue de la grande synagogue de Marseille à Breteuil. Il y aura bien entendu des informations qui seront données entre temps. Et bien entendu, après la tristesse, nous avons la joie, puisque le 1er mai, il y a officiellement, c'est la fête du travail, mais pour nous, c'est Yom HaAtzmaut, et il y aura une grande fête organisée à Marseille. Vous aurez des renseignements plus tard, mais réservez déjà votre mercredi soir et votre mercredi soir le 30 avril et jeudi le 1er mai pour fêter ensemble 70 ans de l'État d'Israël. Je vous remercie. Shabbat Shalom et à très bientôt. Et avant de sortir de l'Égypte, on se reparlera. Merci, à bientôt.